Léon voit un chaton lynx tremblant, larmes aux yeux, franchir la porte de sa station-service, la panique dans chaque geste. En consultant la vidéo de surveillance, il découvre un détail si effrayant qu'il reste pétrifié. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'aimer la vidéo et de dire en commentaire d'où dans le monde vous nous regardez. C'est parti! La nuit tombait à peine sur la petite route départementale lorsqu'un événement étrange se produisit dans l'unique station-service du village de Saint-Albin. Les réverbères clignotaient au-dessus des pompes à essence, projetant des halos tremblotants sur le bitume humide. À l'intérieur, Léon, le gérant de la station, terminait tout juste sa comptabilité tout en songeant à fermer plus tôt. L'hiver était glacial et les rares clients qui passaient n'étaient que des routiers pressés de regagner des villes plus lumineuses. Mais ce soir-là, une silhouette inattendue franchit la porte automatique déclenchant un faible tintement de clochettes suspendues. Au début, Léon crut qu'il s'agissait d'un chiot errant venu se réfugier au chaud, mais il réalisa rapidement que ce petit animal tremblant n'avait rien d'un chien. Ses oreilles triangulaires et ses pattes puissantes laissaient deviner un félin sauvage, probablement un chaton lynx à peine sevré. Les larmes semblaient couler de ses yeux grands ouverts, et son souffle était si court qu'on aurait dit qu'il sanglotait. Pris de compassion, Léon hésita un instant. Devait-il appeler la police, les services animaliers ou tenter de nourrir la bête affamée? Avant de prendre une décision, il sortit son téléphone pour immortaliser la scène insolite. Jamais, en 30 ans de service, il n'avait vu pareille apparition. Tout en composant le numéro du refuge phonique régional, il remarqua que le chaton avançait avec hésitation vers la caisse, comme s'il cherchait un abri ou quelque forme de chaleur réconfortante. Le lynx n'était guère plus gros qu'un chat domestique, mais ses touffes de poils au sommet des oreilles trahissaient son origine sauvage. Finalement, personne ne répondit au téléphone, sans doute à cause de l'heure tardive. Léon raccrocha, désemparé, tandis que le félin s'approchait davantage, poussant de petits miaulements plaintifs. Prenant son courage à deux mains, le gérant s'accroupit et tendit la paume en avant, espérant que l'animal ne prendrait pas peur. À sa grande surprise, le chaton lynx se laissa approcher et posa même son museau humide contre le bout des doigts de Léon. Il émit alors un couinement qui ressemblait à un sanglot, comme si l'épuisement venait de prendre le dessus sur sa frayeur naturelle. Le cœur serré, Léon se releva doucement, gardant l'animal contre lui. Sa fourrure était glacée, confirmant qu'il avait erré longtemps dehors. N'ayant pas d'autre choix, il l'installa dans un carton vide qu'il garnit de vieilles serviettes trouvées dans l'arrière-boutique. Pendant un instant, il oublia tout le reste, sa caisse non clôturée, les clients éventuels et même la fatigue qui pesait sur lui. Le regard désespéré du petit lynx suffisait à occuper toutes ses pensées. Alors qu'il s'apprêtait à chercher de la nourriture, un bruit de moteur attira l'attention de Léon. Une berline sombre venait de se garer devant la station, probablement le dernier client de la soirée. Méfiant, Léon couvrit prudemment le carton pour cacher l'animal et sortit de derrière le comptoir. La porte automatique s'ouvrit sur un homme d'une quarantaine d'années, vêtu d'un épais manteau noir, le visage dissimulé sous un bonnet de laine. Sans un sourire, il s'avança et demanda d'une voix grave: « Votre station est encore ouverte ?» Léon hocha la tête et lui indiqua les rayons où se trouvaient les provisions. Tout en le laissant faire ses achats, il gardait un œil inquiet sur le carton dissimulé. Le client semblait jeter de fréquents regards vers l'intérieur de la boutique, comme s'il soupçonnait quelque chose. Pourtant, rien dans son attitude ne laissait clairement présager de mauvaises intentions. Le silence devint presque angoissant, seulement ponctué par le bourdonnement du réfrigérateur et le tic-tac de l'horloge murale. Finalement, l'homme paya ses articles en liquide, puis jeta un dernier coup d'œil vers Léon avant de quitter la station sans un mot de plus.
Après son départ, Léon soupira de soulagement, réalisant qu'il était resté en apnée presque tout le temps de l'échange. Il s'empressa de rouvrir le carton. Le chaton lynx était toujours là, recroquevillé et tremblant, mais vivant. Il paraissait rassuré de sentir à nouveau la présence de Léon, comme si cette simple forme de chaleur humaine apaisait sa détresse. Sans plus attendre, Léon verrouilla la porte de la station et éteignit partiellement les lumières, signalant la fermeture. Il prit ensuite une boîte de nourriture pour chat qu'il avait en réserve, espérant que cela conviendrait au petit lynx affamé. Avec des gestes précautionneux, il déposa quelques bouchées devant l'animal qui d'abord recula sous l'effet de la surprise. Puis, guidé par la faim, le félin s'approcha lentement, renifla la nourriture et se mit à manger à petite lampée. Léon sentit son cœur se serrer devant ce spectacle. Le chaton semblait au bord de l'épuisement, comme s'il n'avait pas avalé de repas digne de ce nom depuis des jours. Lorsqu'il eut terminé, l'animal émit un petit gémissement qui ressemblait à un remerciement. Léon ne put s'empêcher de sourire malgré l'inquiétude qui le gagnait. Il savait qu'un lynx n'avait pas sa place dans une station-service et que garder l'animal ici comportait des risques. Pourtant, il ne pouvait se résoudre à le chasser dehors. Déterminé à comprendre d'où venait ce jeune prédateur, il se rappela que la station était équipée d'un système de vidéosurveillance plutôt performant. Peut-être y trouverait-il un indice sur la façon dont le petit lynx était arrivé jusqu'ici. Léon se dirigea donc vers l'arrière-salle, où un moniteur affichait les images de plusieurs caméras disposées autour de la station. Avec un léger tremblement, il rembobina la séquence enregistrée un peu plus tôt dans la soirée. Les premières minutes ne révélèrent rien d'anormal. On voyait simplement les phares de quelques voitures passant brièvement devant les pompes et un chat de gouttière qui rôdait dans la périphérie des lumières. Mais soudain, sur la caméra numéro 4, située près de la route principale, une silhouette trapue apparut dans le champ de vision. Léon plissa les yeux. C'était un véhicule utilitaire gris, sans plaque visible à l'avant. Il semblait circuler très lentement, comme s'il cherchait un endroit précis où guettait quelque chose. Juste avant de sortir du cadre, la camionnette grisâtre s'arrêta comme si son conducteur avait aperçu quelque chose dans le fossé. Léon passa la vidéo au ralenti, retenant son souffle. Au moment précis où les phares illuminèrent le bas-côté, une petite silhouette surgit de l'ombre et détala vers la station-service. La portière passager sembla alors s'entrebâiller, avant de se refermer sans que l'on puisse distinguer l'occupant. Puis, le véhicule repartit, laissant derrière lui un nuage de mystère. Bien qu'elle ne fût pas nette, la scène confirmait que l'arrivée du chaton lynx n'était pas un pur hasard, suscitant curiosité et inquiétude. Interloqué, Léon revint près du carton, où le petit lynx, repu mais craintif, l'observait de ses grands yeux humides. Il se demanda si la mystérieuse camionnette l'avait délibérément abandonné là, ou s'il s'agissait d'un pur concours de circonstances. Secoué, il s'efforça de calmer l'animal en lui parlant doucement, puis sortit son smartphone pour appeler le numéro d'urgence du refuge phonique. Cette fois, une voix fatiguée répondit après plusieurs sonneries. Léon expliqua rapidement la situation, décrivant l'état du chaton et mentionnant la scène étrangement capturée par la caméra. L'interlocuteur promit d'envoyer un véhicule au plus vite, rapidement afin de récupérer l'animal. La promesse d'aide rassura Léon, mais il ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil nerveux à l'extérieur. Il craignait que la camionnette réapparaisse, animée d'intentions plus sinistres. Pour occuper l'attente, il parcourut encore une fois les enregistrements des caméras extérieures. À sa grande surprise, on apercevait le même véhicule tournant autour de la station la veille, vers minuit. N'ayant rien remarqué à l'époque, il en déduisit que ces inconnus s'intéressaient peut-être spécifiquement à la zone. Pourquoi? Cette question le hantait, et le chaton,
recroquevillé sous sa serviette, semblait partager cette inquiétude muette. Nul indice ne révélait leur véritable motivation. Au bout d'une demi-heure, les phares d'un 4x4 s'immobilisèrent enfin devant la station fermée. Deux agents du refuge phonique, Élodie et Karim, descendirent du véhicule. Dès qu'ils entrèrent, Léon leur montra d'abord le petit lynx, blotti dans son carton, puis la vidéo inquiétante. La tension se lisait sur les visages des deux professionnels, déjà habitués à des situations insolites. Ils examinèrent rapidement l'animal, constatant des traces de blessures superficielles sur l'une de ses pattes arrière. Personne ne savait encore si ces marques provenaient d'un piège, d'un choc avec un véhicule ou d'une attaque d'autres prédateurs. Karim fronça les sourcils, inquiet. « Nous allons l'emmener au refuge », expliqua Élodie d'une voix douce, tout en enveloppant délicatement le chaton dans une couverture. « Il a besoin de soins et de repos. » Léon, soulagé, hocha la tête. Avant que les agents ne repartent, il insista pour leur donner une copie de l'enregistrement, dans l'espoir que ce détail puisse éclairer leur enquête. Karim promit de le transmettre à la gendarmerie, car l'abandon d'un lynx, espèce protégée, pouvait relever d'un acte illégal. Tandis que le 4x4 s'éloignait, Léon sentit un frisson parcourir son échine, comme si toute cette histoire ne faisait que commencer. Il demeurait perplexe. Le lendemain matin, alors qu'une fine bruine s'abattait sur Saint-Albin, Léon reçut un appel de la gendarmerie. Le lieutenant Morel souhaitait visionner les enregistrements originaux pour vérifier chaque détail. Léon, encore sous le choc de la nuit précédente, accepta volontiers. Lorsque Morel arriva, accompagné d'un technicien, ils s'installèrent tous les trois dans l'arrière-salle de la station. Les images montrèrent de nouveau la camionnette suspecte, puis la silhouette fuyante du chaton. Soudain, le technicien ajusta le contraste et fit un zoom. On discernait une main gantée qui refermait la portière. À cet instant, un silence envahit la pièce. Personne n'osa commenter. Morel fronça les sourcils avant de se tourner vers Léon. « Vous confirmez que personne d'autre n'est passé cette nuit-là » demanda-t-il d'un ton sérieux. Léon confirma, ajoutant seulement la visite furtive d'un homme peu loquace venu acheter quelques provisions. Le lieutenant prit des notes, puis échangea un regard chargé de sous-entendus avec le technicien. Manifestement, cette affaire pouvait s'avérer plus complexe qu'un simple abandon d'animal. Nous devrons questionner cet individu si nous parvenons à l'identifier, conclut Morel. Sur ces mots, il préleva la copie vidéo et quitta la station, laissant Léon seul face aux doutes qui l'assaillaient. Le mystère restait entier. Au refuge phonique, la situation n'était guère plus claire. Élodie et Karim veillaient sur le petit lynx, veillant à soigner sa patte blessée et à l'habituer progressivement à une alimentation adaptée. Bien que craintif, l'animal se montrait étonnamment docile, comme s'il avait vécu un événement traumatisant l'empêchant de réagir violemment. Le vétérinaire de garde remarqua plusieurs ecchymoses sur son flanc, signe d'une possible maltraitance ou d'un contact forcé avec un piège. Tandis que le félin reprenait des forces, les soigneurs s'interrogeaient sur ses origines. À en juger par son âge, il aurait dû être auprès d'une mère protectrice et attentive. Le temps passa, et la nouvelle de ce chaton lynx trouva un écho dans la région. Les médias locaux relayèrent l'histoire, incitant quelques témoins à signaler la présence d'autres véhicules suspects près de zones forestières isolées. Une rumeur se propagea. Des braconniers s'en prendraient aux lynx, ciblant spécifiquement les petits. De son côté, Léon ruminait encore les détails troublants de la vidéo. Pourquoi un individu laisserait-il un jeune lynx blessé devant une station-service? Cherchait-il à s'en débarrasser ou à transmettre un message? Pendant ce temps, les gendarmes poursuivaient leurs investigations, bien décidés à découvrir la vérité. Le mystère devenait épais. Un soir, alors que la station-service était déjà fermée,
Léon reçut un appel paniqué d'Élodie. Elle venait de consulter une radiographie du lynx révélant une minuscule puce métallique dissimulée sous sa peau. De telles puces, rarement utilisées, servaient parfois à traquer des animaux à haute valeur marchande sur le marché noir. Cette découverte bouleversait toutes leurs hypothèses. Peut-être que le chaton avait été dérobé à une réserve naturelle ou introduit clandestinement. Stupéfait, Léon réalisa que la sombre camionnette et l'homme silencieux n'étaient qu'une partie visible d'un engrenage plus grand. Son intuition lui soufflait un danger imminent. Il frissonna malgré lui. La découverte de la puce métallique sous la peau du chaton lynx engendra un véritable séisme au refuge faunique. Élodie, toujours sous le choc, raccrocha le téléphone après avoir informé Léon de cette découverte. Elle resta un moment immobile, la main crispée sur le combiné, le regard fixé sur la radiographie. Karim, qui venait tout juste de terminer l'examen de l'animal, échangea un regard inquiet avec elle. La présence de ce dispositif n'augurait rien de bon. Dans leur expérience, ce genre de puce était rarement utilisé pour des raisons légitimes, et l'idée d'un trafic de lynx se dessinait dans leur esprit. Le lendemain matin, Élodie appela le vétérinaire spécialisé dans la faune sauvage qui collaborait régulièrement avec le refuge. Elle voulait connaître son avis sur la nature exacte de la puce et sur les possibilités de retrouver les personnes qui l'avaient implantée. Dès la première explication, le vétérinaire soupçonna qu'il s'agissait d'une microbalise utilisée par des trafiquants qui cherchent à suivre leurs proies à distance, souvent pour les revendre à de riches collectionneurs ou pour alimenter des zoos clandestins. Effarée, Élodie lui décrivit la situation. Le chaton blessé, retrouvé tard le soir dans la station de Léon, et l'étrange camionnette. L'expert confirma que ces éléments pointaient vers une probable opération illégale, voire une organisation plus vaste. Face à la gravité des faits, Élodie contacta la gendarmerie et insista pour obtenir un rendez-vous rapide avec le lieutenant Morel. Quelques heures plus tard, elle se retrouva dans le petit bureau austère de la gendarmerie de Saint-Albin, où le lieutenant l'attendait, attablé devant une montagne de dossiers. Il l'accueillit poliment, lui demanda de s'asseoir, puis l'encouragea à raconter toute l'histoire. Élodie raconta en détail la blessure du lynx, la puce trouvée sous sa peau, et évoqua les rumeurs de braconnage circulant dans la région. Morel l'écouta attentivement, notant chaque information dans un petit carnet, le visage fermé. « Vous êtes sûr qu'il ne s'agit pas d'une simple puce de suivi phonique, comme le font parfois certains parcs nationaux ?» demanda-t-il, bien que son ton trahisse déjà son incrédulité. « Nous avons vérifié, » répliqua Élodie. « Ce type de puce n'est pas employé par les organismes officiels. Elle n'a aucune certification habituelle, pas de code répertorié. C'est un dispositif illégal. » Le lieutenant garda le silence un instant, tapotant son stylo contre le carnet. Il savait que la situation était délicate. Les lynx étaient une espèce protégée et leur trafic sévèrement puni. De plus, l'idée qu'une organisation criminelle rôdait peut-être dans les forêts environnantes l'inquiétait. Saint-Albin était un village paisible, et les habitants n'aimaient pas l'idée que de sombres affaires puissent s'y dérouler. Finalement, Morel releva la tête et demanda à Élodie de rester disponible pour toute question supplémentaire, promettant de mobiliser des équipes pour enquêter plus en profondeur. À la sortie du bureau, Élodie ressentit un élan de soulagement mêlé de nervosité. Maintenant que la police était officiellement sur l'affaire, peut-être parviendrait-on à mettre la main sur ceux qui avaient abandonné le petit lynx. Mais elle craignait aussi des représailles s'il existait bel et bien un réseau organisé. À peine eut-elle franchi la porte de la gendarmerie qu'elle aperçut Léon, venu lui aussi pour remettre d'autres copies des enregistrements vidéo au lieutenant Morel. Voyant son air soucieux, Léon s'approcha et posa une main réconfortante sur son épaule. Il lui demanda si elle pensait que le chaton risquait quelque chose au refuge. Elle hocha la tête en signe d'incertitude. « Pour l'instant, je fais de mon mieux pour le protéger, mais je dois avouer que je ne suis pas tranquille, »
confessa-t-elle. Le jour suivant, un événement inattendu vint aggraver la situation. En début d'après-midi, alors qu'Élodie et Karim distribuaient la nourriture aux pensionnaires, une voiture banalisée se gara devant le refuge. 2 individus en civil en descendirent et se présentèrent comme agents du service régional de la faune, venus inspecter les lieux. Leur attitude extrêmement formelle mit Élodie mal à l'aise. Ils exigèrent de voir tous les dossiers relatifs aux animaux récemment recueillis, y compris le fameux chaton lynx. Lorsque Karim leur demanda leurs cartes officielles, l'un d'eux marmonna qu'elles étaient restées dans le véhicule et évita soigneusement de sortir aucun document. L'atmosphère se tendit. Élodie, qui n'avait jamais eu affaire à ce service sans rendez-vous préalable, sentit une pointe de méfiance l'envahir. Elle ne refusa pas directement de coopérer, mais expliqua poliment que toute demande de ce genre devait être validée par la direction du refuge. Les 2 inspecteurs insistèrent, devenant presque agressifs. Finalement, Karim leur proposa un café dans la salle d'accueil pour les calmer, prétextant qu'il fallait le temps de chercher les documents administratifs. Dès qu'ils eurent le dos tourné, Élodie profita d'un instant de répit pour composer le numéro du lieutenant Morel, certaine que quelque chose clochait. Morel répondit aussitôt et confirma qu'aucune visite n'avait été planifiée par le service régional de la faune. Il ordonna à Élodie de ne pas laisser les individus approcher le lynx et assura qu'il enverrait une patrouille. Le cœur battant, Élodie retourna dans la salle d'accueil où Karim tentait de distraire les 2 inconnus en montrant quelques brochures sur la préservation de la faune. Tandis qu'il parlait, l'un des hommes n'arrêtait pas de scruter la porte donnant accès aux enclos. Sans crier gare, il se leva et se dirigea vers la porte verrouillée. Karim s'interposa, adoptant un ton plus ferme. « Désolé, mais l'accès est strictement réservé au personnel habilité. Vous ne pouvez pas aller plus loin sans autorisation. » L'homme fit un rictus et toisa Karim d'un air de défi. Son complice, resté assis, jeta un rapide coup d'œil vers Élodie, ses yeux emplis d'une lueur hostile. Heureusement, à ce même instant, des bruits de moteur annoncèrent l'arrivée de la gendarmerie. Les 2 faux inspecteurs échangèrent un regard, évaluant la situation. Sans demander leur reste, ils filèrent en courant hors de la salle d'accueil, s'engouffrant dans leur véhicule. Les pneus crissèrent sur le gravier et la voiture démarra en trombe, disparaissant avant que les gendarmes ne puissent les intercepter. Le lieutenant Morel, arrivé à peine quelques secondes après, sortit de son véhicule, l'air furieux d'avoir laissé s'échapper ces hommes suspects. Il n'en fallut pas plus pour convaincre Élodie et Karim qu'il se tramait une affaire plus vaste qu'ils ne l'imaginaient. Morel fit aussitôt diffuser un avis de recherche, décrivant le véhicule gris clair et ses 2 occupants. Il espérait les retrouver à un barrage routier ou grâce à des témoignages. Une fois le calme revenu, Élodie constata que le chaton lynx, dans son enclos chauffé, ignorait tout du tumulte extérieur. À travers la vitre de l'infirmerie animalière, on le voyait roupiller tranquillement, un bandage protégeant toujours sa patte blessée. Pourtant, l'inquiétude grandissait dans le cœur de la soigneuse. Que cherchait exactement cette organisation? Souhaitait-il récupérer l'animal ou redouter un lien qui les compromettrait? Karim, qui habitait non loin, proposa même de renforcer la sécurité du refuge, persuadé que ces faux inspecteurs pourraient tenter un nouveau coup. De son côté, Léon, demeuré dans la station-service, suivait les événements avec fébrilité. Il échangeait régulièrement des appels avec Élodie et Morel pour être au courant de l'enquête. Malgré la routine apparente de son quotidien, il ne pouvait s'empêcher de sursauter lorsqu'un véhicule inconnu entrait sur le parking. Ses clients habituels lui demandaient pourquoi il paraissait si nerveux, mais il préférait rester vague. Il ne voulait pas alarmer tout le village avec des rumeurs infondées. Pourtant, cette histoire de puce, ces hommes suspects, tout sonnait faux. Les rares instants de répit lui semblaient un calme trompeur avant la tempête.
Les jours qui suivirent s'écoulèrent dans une tension latente. Les gendarmes cherchèrent activement la voiture signalée, menant des contrôles et questionnant les habitants, mais sans résultat concluant. Le chaton, lui, montrait de bons signes de rétablissement, ce qui aurait dû être une excellente nouvelle. Cependant, Élodie et Karim s'accordaient à dire qu'il ne serait pas prudent de le relâcher avant d'être certain que la menace était écartée. L'animal, devenu malgré lui le centre d'une affaire obscure, risquait de retomber dans de mauvaises mains s'il retrouvait la liberté trop tôt. L'enquête stagnait, ce qui laissait présager un réseau mieux organisé qu'espéré. À mesure que les pistes se fermaient, le lieutenant Morel en venait à suspecter que la région n'était qu'un lieu de transit pour ces malfaiteurs et que d'autres complices se cachaient sans doute dans les villages avoisinants. Léon, ne tenant plus en place, proposa un coup de main à sa façon. Il écuma ses vidéos de surveillance des semaines antérieures, étudiant avec une méticulosité presque obsessionnelle chaque véhicule suspect. Ce qu'il découvrit après des heures d'observation le laissa sans voix. Léon, enfermé dans la petite pièce qui lui servait de bureau, passa en revue des heures d'enregistrement vidéo. Depuis 3 jours, il ne cessait de scruter les caméras de la station-service et de la route avoisinante. Il avait pour espoir d'identifier une séquence passée où apparaîtrait cette camionnette grisâtre ou tout autre véhicule suspect. Bien sûr, la plupart des voitures filmées étaient celles de clients réguliers ou de touristes égarés, mais Léon avait désormais l'œil pour repérer les détails inhabituels. Ses paupières lourdes témoignaient de nuits écourtées. Impossible de trouver un sommeil serein alors qu'un chaton lynx soigné au refuge était peut-être la cible de dangereux trafiquants. Après des heures de visionnage, il repéra enfin quelque chose qui le glaça. Une semaine avant l'apparition du petit lynx, un utilitaire blanc s'était arrêté au même endroit, juste à l'orée du champ de la caméra numéro 3. À bord, on apercevait vaguement 3 silhouettes. L'une d'elles descendit et sembla manipuler quelque chose dans la pénombre, près d'un fossé. Quelques instants plus tard, l'utilitaire disparut, comme happé par la nuit. Les images étaient de mauvaise qualité, l'objectif étant réglé pour capter surtout l'éclairage de la station. Mais en zoomant, Léon crut reconnaître un motif sur la portière. Un triangle rouge, peut-être le logo d'une entreprise ou d'une association. Il nota scrupuleusement ce détail. Les jours suivants, il tenta de recouper ces informations avec ses souvenirs. Il questionna discrètement certains habitués. Aucun ne se rappelait d'un utilitaire blanc avec un tel logo. Devait-il contacter Morel avec ce maigre indice? Sans preuve solide, il craignait de faire perdre du temps à la gendarmerie. Pourtant, il sentait confusément que ces véhicules suspects étaient liés. Ses soupçons s'amplifièrent lorsqu'il se souvint de la visite inexpliquée de cet homme silencieux, venu acheter quelques provisions la nuit où le lynx était apparu. Était-ce le même individu qui se trouvait à bord de l'utilitaire? Impossible à confirmer, l'éclairage étant trop faible. Malgré tout, Léon se résolut à appeler le lieutenant Morel. Sans tarder, l'officier débarqua, accompagné de 2 gendarmes et d'un technicien. Ils regardèrent les enregistrements en boucle, tentant d'éclaircir l'image par différents logiciels. Hélas, l'utilitaire blanc restait flou, et le triangle rouge demeurait à peine perceptible. Morel promit toutefois de faire circuler l'information, au cas où un véhicule similaire serait signalé dans la région. Avant de partir, l'air grave, il posa une main compatissante sur l'épaule de Léon. « Je sais que vous êtes inquiet, mais nous faisons de notre mieux. Restez prudent. » Léon hocha la tête, incapable de dissimuler l'anxiété qui le rongeait. Au refuge, la tension ne cessait de grimper. Après la visite des 2 faux inspecteurs, Élodie et Karim avaient renforcé la sécurité. Un nouveau système de fermeture électronique fut installé, des caméras supplémentaires furent placées autour du bâtiment et l'accès au chaton lynx devint strictement limité au personnel. On établit même un roulement de nuit pour surveiller l'infirmerie animalière.
Le petit félin se remettait peu à peu de ses blessures, et son comportement progressait étonnamment vite. Chaque jour, il montrait plus de vitalité, se redressant sur ses pattes, jouant parfois avec une balle en caoutchouc, mais son regard restait farouche, comme si la crainte d'un souvenir pénible planait encore en lui. De son côté, Karim lança quelques recherches informelles auprès de ses contacts, notamment d'autres refuges et des vétérinaires de la région, pour savoir si quelqu'un avait récemment signalé des lynx manquants ou découverts dans des circonstances douteuses. Les réponses qui affluaient esquissaient un tableau sombre. Plusieurs fois ces derniers mois, des jeunes lynx avaient été trouvés blessés ou portés disparus après que leurs mères eurent été aperçues affolées. Certains soupçonnaient l'existence d'un trafic d'espèces protégées, sans parvenir à l'établir formellement. Les braconniers rivalisaient souvent de ruses pour contourner les contrôles. En fin de semaine, alors que la grisaille matinale recouvrait Saint-Albin, le lieutenant Morel réunit Léon, Élodie et Karim dans la salle de repos du refuge. Il venait leur annoncer les avancées de l'enquête. Sur un ton posé, il confirma que l'utilitaire blanc aperçu sur la vidéo avait été signalé à plus de 100 km de là, dans une zone forestière proche de la frontière. Une patrouille s'y était rendue, mais l'équipe n'avait trouvé qu'un campement vide, vraisemblablement abandonné à la hâte. Des restes de cages métalliques traînaient parmi les fourrés. Ça confirme notre hypothèse. Il y a probablement un réseau de trafiquants de lynx ou d'autres félins sauvages, conclut Morel. Élodie, atterrée, serra les poings en pensant à tous les animaux arrachés à leur milieu naturel. Le lieutenant poursuivit. Nous n'avons pas encore de preuves irréfutables, mais la présence de cages et les témoignages de voitures suspectes renforcent la piste criminelle. Quant à votre chaton, il est probablement un échantillon de leurs activités. Peut-être ont-ils jugé qu'il n'était plus vendable à cause de sa blessure, ou alors ils s'en sont débarrassés pour couvrir leurs traces. Léon sentit la colère monter. Imaginer un réseau prêt à blesser et exploiter ces animaux sans défense le révulsait. Il jeta un regard vers Élodie, qui avait les yeux brillants de détermination. Elle se promit intérieurement de tout faire pour protéger ce lynx et mettre fin à ses actes ignobles. Après la réunion, chacun retourna à ses occupations, mais le moral était en berne. La vie paisible du village semblait piétinée par cette affaire. Pourtant, une lueur d'espoir subsistait. En conjuguant leurs forces, la gendarmerie, le refuge et même la station-service de Léon pouvaient peut-être démêler le fil de ce trafic. Le chaton lynx, rebaptisé Néo par Karim, ne devint pas seulement un pensionnaire à guérir, mais aussi le symbole d'une lutte contre des pratiques illégales. Si on le sauve, et si on parvient à retrouver ses ravisseurs, on fera un grand pas pour tous les autres félins, affirma Karim avec conviction. Le soir venu, Léon eut la surprise de recevoir la visite du lieutenant Morel à la station-service, alors qu'il s'apprêtait à fermer. L'officier semblait nerveux, regardant partout autour de lui. « J'ai besoin de vous montrer quelque chose », murmura-t-il, entraînant Léon dans l'arrière-boutique. Il sortit une clé USB de sa poche et la brancha sur l'ordinateur où Léon archivait ses vidéos. Ce sont des images prises par un drone de la gendarmerie, à une vingtaine de kilomètres d'ici. Nous patrouillons la zone depuis la découverte du campement. Les premières secondes ne montrèrent que des forêts denses, puis un sentier de terre, et soudain, un véhicule gris, visiblement la fameuse camionnette. Celle-ci était stationnée près d'une vieille grange abandonnée, à moitié effondrée. Deux hommes s'affairaient à charger des cages dans la benne avant de disparaître à l'intérieur du bâtiment. Un frisson parcourut Léon, car il revoyait sans cesse l'image du petit lynx en larmes. Morel mit la vidéo en pause sur un détail. La camionnette portait une plaque partiellement masquée par de la boue. L'officier expliqua « Nous avons réussi à identifier le début du numéro, mais pas la fin. On pense que ce hangar pourrait servir de planque temporaire. Le problème est que nous manquons d'effectifs pour surveiller tous ces recoins isolés. » Léon, la gorge serrée, comprit l'ampleur du défi. Les trafiquants pouvaient changer de lieu à leur guise.
Rien ne garantissait qu'il reviendrait à la grange. En éteignant l'ordinateur, Morel se tourna vers Léon. « Écoutez, vous connaissez la région, vous parlez avec plein de gens de passage. Si vous remarquez quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, appelez-moi. Même un petit indice peut s'avérer décisif. » Léon, sérieux, promit de rester vigilant. Il sentait au fond de lui une forme de devoir moral, protéger cette faune sauvage qui ne pouvait se défendre seule. En raccompagnant le lieutenant jusqu'à la porte, il observa les ombres qui s'allongeaient sur le parking. Il ne pouvait s'empêcher de penser au chaton lynx, désormais bien au chaud au refuge, et à tous ceux que ces criminels avaient peut-être déjà vendus ou exploités. Cette nuit-là, avant de s'endormir, Léon repensa à l'image d'une cage métallique qu'il avait entreaperçue sur la vidéo. Il se demanda combien d'animaux y avaient été enfermés et combien de fois ces braconniers avaient échappé à la loi. Mais il se jura qu'ensemble, ils finiraient par faire la lumière sur cette affaire pour que plus aucun lynx ne se retrouve abandonné dans la nuit glaciale d'une station-service, les larmes aux yeux et le destin en suspens. Le lendemain, Léon se leva avec un regain de détermination. Malgré la fatigue qui s'accumulait, il avait décidé de ne plus subir les événements mais de les affronter. Avant même d'ouvrir sa station-service, il passa un coup de fil à Élodie pour prendre des nouvelles de Néo, le chaton lynx. La soigneuse l'informa que l'animal se portait mieux, la plaie à sa patte guérissait, et il commençait même à faire preuve d'un appétit plus robuste. Loin de le rassurer, cette amélioration renforçait la conviction de Léon qu'un réseau criminel chercherait tôt ou tard à récupérer l'animal. Il fallait agir vite. Après avoir brièvement salué ses premiers clients, Léon s'accorda un moment pour consulter la messagerie de la station. Il découvrit un courriel anonyme qui attira immédiatement son attention. L'expéditeur n'avait laissé ni nom ni coordonnées, et le texte était court, écrit en lettres majuscules, comme un avertissement menaçant. « Si tu tiens à ton chaton, ne pose plus de questions. » Le sang de Léon ne fit qu'un tour. Quelqu'un connaissait l'existence de Néo et souhaitait manifestement l'intimider. Sans réfléchir, il transféra le message au lieutenant Morel, avant de fermer l'ordinateur d'un geste brusque. Une colère sourde monta en lui. Il refusait de se laisser intimider par ces individus. Dans l'après-midi, Morel vint examiner le courriel sur place. Accompagné de son technicien, il tenta de retracer l'origine du message, mais l'expéditeur avait utilisé des méthodes pour masquer son identité. Impossible de savoir d'où provenait cette menace. Ils doivent avoir un complice dans les environs ou alors ils surveillent de loin, commenta le lieutenant, les sourcils froncés. Léon hocha la tête, frustré. Lui qui connaissait presque tout le monde dans la région, éprouvait un sentiment d'impuissance face à cette ombre anonyme. Au refuge, Élodie s'efforçait de calmer l'angoisse croissante de ses collègues. L'alerte lancée par la gendarmerie ne donnait pour l'instant aucun résultat concret. Les véhicules recherchés semblaient s'être évanouis dans la nature. Les faux inspecteurs ne réapparaissaient pas. Pourtant, l'équipe restait sur le qui-vive. Chaque fois qu'un bruit de moteur retentissait près de la barrière d'entrée, un employé vérifiait la caméra pour s'assurer qu'il ne s'agissait pas de nouveaux intrus. Parallèlement, Néo continuait de progresser. Sa démarche se faisait plus assurée, et il retrouva l'instinct de jouer, donnant parfois de petits coups de patte dans une balle en mousse que Karim lui avait apportée. Voir ce sursaut de vitalité réjouissait tout le monde, malgré la tension ambiante. Un soir, alors que le soleil disparaissait derrière les collines, Léon reçut un appel d'une femme inconnue. La voix était pressée, presque haletante. « Je m'appelle Marie. J'ai entendu parler de votre histoire avec le chaton lynx. Je crois avoir vu quelque chose. » Le cœur de Léon s'emballa. « Quoi? Où ça ?» Il tenta de garder son calme pour ne pas l'effrayer. Au bout du fil, la voix expliqua qu'elle habitait un chalet isolé à une vingtaine de kilomètres de Saint-Albin
et qu'elle avait remarqué une camionnette grise stationnée à plusieurs reprises non loin de chez elle, toujours à la tombée de la nuit. Il se cache dans un vieux hangar. J'ai aperçu des gens transporter de grandes caisses, mais je n'ai pas osé m'approcher. Léon prit soin de noter chaque détail, l'emplacement approximatif du hangar, la couleur du véhicule, le nombre de personnes aperçues. Puis, sans tarder, il transmit ces informations à Morel, qui s'engagea à envoyer une patrouille pour inspecter les lieux au plus vite. Avant de raccrocher, Marie ajouta d'une voix tremblante « Faites attention, ils ont l'air dangereux. » Léon la remercia et raccrocha. Son intuition lui soufflait que cette piste pouvait enfin débloquer l'enquête. Dans l'heure qui suivit, le lieutenant Morel mobilisa 2 véhicules de gendarmerie pour se rendre sur place. Léon, l'envie de participer ancrée au ventre, insista pour les accompagner. Après quelques réticences, Morel céda, prévoyant tout de même de laisser Léon en retrait au moment d'intervenir. Le convoi roula sous un ciel crépusculaire, suivant la petite route escarpée que Marie avait décrite. On devinait à travers les arbres la silhouette d'un hangar en tôle rouillée, dont la toiture penchait dangereusement. Les gendarmes éteignirent leurs gyrophares bien avant d'arriver, souhaitant approcher sans alerter d'éventuels complices. À mesure qu'ils avançaient, le sentiment de tension augmentait. Lorsqu'ils s'arrêtèrent enfin, on entendit le hurlement d'un chien au loin, suivi d'un silence oppressant. Morel ordonna à Léon de rester dans la voiture, pendant que les gendarmes progressaient prudemment. Par la vitre, Léon distinguait faiblement les silhouettes de ses compagnons s'enfonçant dans l'obscurité. Un quart d'heure s'écoula, ponctué par le souffle haletant de Léon, le regard rivé sur les ombres. Brusquement, un faisceau de lampes torches balaya la paroi du hangar, révélant une porte entr'ouverte. Les gendarmes s'approchèrent. Tout semblait désert, mais l'obscurité n'offrait aucune certitude. Soudain, un cri retentit, rapidement étouffé par les bruits de course. Léon, paniqué, sortit de la voiture, incapable de rester assis plus longtemps. Il fit quelques pas pour mieux voir, son cœur battant à tout rompre. Dans la lueur vacillante de leurs lampes, il distingua un amas de caisses métalliques entassées à l'intérieur du hangar. Certains contenaient des plumes, d'autres des restes de nourriture avariée. L'endroit empestait la négligence et la souffrance animale. Ici Morel, site en vue. Pas de suspect pour l'instant, mais forte odeur. Des cages semblent vides. La voix du lieutenant résonnait à la radio. Un second gendarme ajouta « On dirait un lieu de transit. Ils ont déjà dû filer. » Léon, qui continuait de regarder depuis l'extérieur, aperçut alors un léger mouvement sur le côté droit du hangar. Une silhouette fuyante s'échappa en courant vers les bois. Avant même que Léon puisse crier, la forme disparut dans les ténèbres. Morel, alerté par le bruit, fit signe à un de ses hommes de poursuivre, tandis qu'il inspectait les environs immédiats. Personne ne fut intercepté. L'opération s'acheva sur un constat amer. Les braconniers semblaient avoir toujours une longueur d'avance. De retour à la station, Léon éprouva un mélange de frustration et de soulagement. Personne n'avait été blessé, mais ils étaient passés si près de démanteler le réseau. Assis sur une chaise usée de l'arrière-boutique, il repensait aux caisses vides, imaginant toutes sortes de bêtes piégées dans ces boîtes métalliques. Il pensa à Néo, qui dormait sûrement paisiblement au refuge, à l'abri des griffes de ces criminels. Morel, lui, s'en voulait. Ces hommes avaient tout fouillé, le hangar, les environs, sans succès. Les trafiquants étaient partis depuis peu, emportant sans doute leur butin. Le lieutenant passa la main sur son visage, visiblement exténué. Nous allons renforcer les contrôles routiers, fouiller chaque chemin forestier. Ils finiront bien par se montrer imprudents, à force de déménager. Léon acquiesça, partageant cette volonté de poursuivre la traque. Puis, la fatigue se faisant sentir, il ferma la station pour la nuit, encore sonné par l'expérience. Les images de l'entrepôt délabré, de ses cages alignées,
hanterait probablement ses rêves. Le lendemain, l'opération de ratissage commença. Plusieurs brigades furent réparties dans la région, contrôlant les axes secondaires et interrogeant les fermiers locaux. La presse locale publia un court article sur le mystérieux trafic de lynx, citant la découverte d'un lieu suspect. Bien que le nom de Néo ne fût pas mentionné, l'histoire alimenta la curiosité de la population. Certains s'engagèrent même à signaler tout véhicule anormal. Une solidarité discrète se forma autour de Léon, d'Élodie et de Karim. S'ils menaient ce combat, c'était pour la faune sauvage, mais aussi pour la tranquillité de leur village. La traque s'intensifia. Chaque jour, la gendarmerie sillonnait d'interminables sentiers forestiers en quête du moindre indice. Morel lançait des rondes de nuit, et certains habitants se portaient volontaires pour signaler tout mouvement suspect. Pourtant, l'ennemi restait insaisissable. Les hommes aperçus dans le hangar abandonné s'étaient volatilisés, ne laissant que des traces de pneus et des caisses vides. Léon espérait qu'un nouveau témoignage les conduirait à ces trafiquants, dont l'ombre planait toujours sur la région. Dans cette atmosphère de suspicion, Léon continuait d'examiner ses enregistrements. Il passait parfois des heures à scruter le parking, observant chaque voiture, chaque silhouette. Son sommeil en souffrait, mais il espérait qu'un détail oublié ferait avancer l'enquête. Pendant ce temps, Élodie et Karim veillaient sur Néo, dont l'état s'améliorait chaque jour. Le jeune lynx retrouvait de la vigueur, et ses yeux semblaient plus vifs que jamais, comme s'il avait enfin surmonté ses peurs. Une nuit, alors que Léon venait de fermer la station, un appel de Karim le tira de ses pensées. De garde au refuge, Karim avait entendu du bruit près de l'enclos extérieur. Il était sorti vérifier et avait aperçu une ombre se faufiler derrière le cabanon où s'entreposaient des caisses. En s'approchant, il n'avait trouvé personne, seulement un cadenas abîmé, comme si on avait tenté de le forcer. Léon, alarmé, contacta aussitôt Morel. La crainte de revoir les trafiquants rôder autour du refuge glaça le sang de Léon. De son côté, Karim inspecta Néo. Le chaton dormait paisiblement. Sauf. Aucun autre animal ne manquait à l'appel. Toutefois, le cadenas fracturé témoignait d'une volonté évidente de s'introduire dans l'enceinte. Morel dépêcha 2 agents pour relever des indices, mais les malfaiteurs n'avaient laissé que des traces de pas confuses. Une fois encore, ils semblaient narguer les efforts de la police. Le lendemain, Élodie et Karim envisagèrent brièvement de transférer Néo vers un autre centre, plus sécurisé. Cependant, le vétérinaire jugea que ce déplacement risquerait de perturber sa convalescence. Finalement, ils renforcèrent la surveillance nocturne, lampes à détection de mouvement, rondes improvisées et fermetures supplémentaires des accès. L'équipe espérait ainsi décourager toute nouvelle tentative. Pendant ce temps, Léon poursuivait ses recherches, toujours déterminé à trouver un élément compromettant sur ces vidéos de la station-service. Dans le village, les rumeurs enflaient. Certains affirmaient avoir vu d'autres camions suspects rôder sur la route départementale, tandis que d'autres prétendaient qu'un groupe armé campait dans les collines. Sans preuve concrète, Morel refusait de céder à la panique. Il privilégiait une approche méthodique, multiplier les contrôles, vérifier chaque plainte. Léon, quant à lui, ressentait la lassitude grimper, mais la simple pensée de Néo, cette petite vie dépendante de leur protection, lui redonnait du courage. Un soir, alors qu'il révisait encore ses bandes vidéo, Léon reçut un appel d'un client régulier. Celui-ci prétendait avoir aperçu une camionnette grise stationnée discrètement près d'un vieux pont, à l'entrée d'une piste forestière. Le témoin avait cru distinguer une cage à l'intérieur, mais n'avait pas osé s'approcher. Immédiatement, Léon alerta Morel qui envoya 2 patrouilles sur place. Hélas, à leur arrivée, le véhicule était déjà parti. Une fois de plus, ils arrivaient trop tard. Pendant ce temps, Néo poursuivait sa convalescence. Au fil des semaines, il avait repris du poids, se montrait plus vif et réactif. Élodie l'entraînait doucement à la chasse, en lui présentant des proies simulées.
pour qu'il retrouve son instinct naturel. Certains jours, le chaton se montrait si joueur qu'on l'entendait ronronner dans l'infirmerie. Cette image d'un lynx joyeux contrastait avec la cruelle réalité du trafic. À chaque progrès de Néo, l'urgence de démanteler ce réseau se faisait plus pressante. C'est dans ce climat incertain qu'un garde forestier découvrit un second chaton blessé, à plusieurs kilomètres de là. Élodie, alertée, partit sur le terrain avec Karim et un gendarme. Après une recherche laborieuse, ils repérèrent l'animal caché sous un fourré, la patte ensanglantée. Il était amaigri et terrorisé. Avec précaution, Élodie l'approcha, tandis que Karim sécurisait les environs. Une fois l'animal récupéré, ils l'emportèrent d'urgence au refuge. Ce nouveau sauvetage bouleversa tout le personnel. Lorsque Léon apprit la nouvelle, il accourut au refuge. Ce deuxième lynx, plus jeune encore, présentait des plaies semblables à celles de Néo, évoquant un piège ou un instrument contondant. Les soigneurs s'affairèrent, surveillant sa température et administrant des antidouleurs. Morel, prévenu, soupçonna immédiatement que ce chaton provenait du même réseau. Deux félins abandonnés dans la même région ne relevaient pas de la coïncidence. Cette fois, l'affaire prenait une tournure plus grave encore. Réunis autour de ce nouveau patient, Élodie et Karim constatèrent que son état nécessitait une surveillance continue. La patte blessée présentait un risque d'infection et le petit lynx refusait de s'alimenter. Leur inquiétude grandissait. Pourquoi ces bébés se retrouvaient-ils ainsi abandonnés? Morel proposa d'élargir le périmètre de recherche pour découvrir un éventuel site de capture. Il suspectait que les braconniers avaient capturé plusieurs animaux, puis abandonné ceux jugés invendables. L'urgence d'intervenir au plus vite s'imposait à tous. La nouvelle fit du bruit, alimentant la crainte d'un trafic plus vaste. Au refuge, Élodie organisa des tours de garde pour surveiller les deux chatons. Néo, désormais stable, semblait curieux de son nouveau congénère, mais celui-ci restait très craintif. Karim, patient, approchait lentement la cage du blessé, parlant d'une voix calme pour l'habituer à leur présence. Simultanément, Morel mobilisa davantage de patrouilles et lança un appel à témoins sur les réseaux locaux. L'objectif était clair, empêcher que ces bébés lynx ne finissent dans des circuits de revente illégale et remonter la filière. Les jours suivants furent décisifs. Un matin, un habitant de Saint-Albin signala à Léon qu'une fourgonnette banalisée stationnait régulièrement près d'un chantier désaffecté. Intrigué, Léon contacta aussitôt Morel, qui monta une opération discrète. Deux gendarmes en civil observèrent le site durant plusieurs heures et repérèrent finalement un individu portant des caisses à l'arrière du véhicule. Lorsque l'homme voulut repartir, les gendarmes l'interceptèrent. Dans sa fourgonnette, ils découvrirent du matériel de capture et des restes de colliers GPS. Cette arrestation inopinée marqua un tournant dans l'enquête, faisant renaître l'espoir de démanteler enfin ce réseau. Tous virent un pas crucial franchi. La garde à vue de l'individu surpris près du chantier désaffecté marqua un tournant décisif dans l'affaire. Lors de son interpellation, les gendarmes avaient découvert du matériel compromettant, des pièges à mâchoires, des gants imbibés d'un étrange produit chimique servant à camoufler les odeurs, ainsi que plusieurs carnets annotés de codes ésotériques. Le suspect, un homme d'une quarantaine d'années prénommé Hervé, garda d'abord le silence, manifestant une froide hostilité lors de son transfert au poste. Cependant, confronté aux preuves accumulées et à la détermination du lieutenant Morel, il finit par laisser échapper quelques informations. D'après ses dires, il n'agissait pas seul. Il travaillait pour un certain Dario, un trafiquant notoire qui opérait depuis plusieurs mois dans la région. Sans doute espérait-il négocier une peine plus clémente en échange de sa coopération. Le lendemain, Morel convoqua Léon, Élodie et Karim à la gendarmerie pour un point d'étape. Derrière son bureau encombré de dossiers, il expliqua que les premières déclarations d'Hervé étaient restées vagues. Certes, le nom de Dario était apparu, mais rien ne prouvait son existence.
Aussi le lieutenant n'avait-il qu'une piste ténue. L'un des carnets d'Hervé contenait des références chiffrées qui pouvaient correspondre à des adresses ou des coordonnées GPS. Morel soupçonnait un réseau d'envergure impliquant plusieurs complices disposés à déplacer les animaux capturés d'un point à un autre. Léon, la mine grave, comprit que le combat ne faisait que commencer. Même avec un suspect en garde à vue, il restait beaucoup à découvrir. De leur côté, Élodie et Karim s'occupèrent d'analyser les éventuels liens entre l'équipement saisi et les blessures observées sur les 2 chatons lynx. Effectivement, les morsures métalliques de certains pièges correspondaient aux marques relevées sur les pattes des félins. Cette corroboration inquiétante montrait l'étendue de la cruauté employée pour capturer ces animaux. Dans le même temps, ils consultèrent divers registres d'identification phonique, espérant retracer l'origine des lynx. Il s'agissait de vérifier si certains provenaient d'un programme de réintroduction ou d'un parc régional. Malheureusement, aucune base officielle ne répertoriait ces 2 chatons. Ils semblaient issus d'une population sauvage locale. Pendant ce temps, la nouvelle de l'arrestation fit grand bruit dans la presse régionale. Les articles se multipliaient, évoquant un possible gang des lynx. Nombre de citoyens s'alarmaient, réclamant davantage de contrôle. On vit se développer un élan de solidarité. Certains habitants proposèrent de signaler immédiatement tout véhicule suspect, et quelques volontaires se mirent à patrouiller de leur propre chef dans les sentiers forestiers. Morel, conscient que cette ferveur populaire pouvait aussi engendrer des fausses alertes, demanda à la population de rester prudente et de ne pas approcher les malfaiteurs potentiels. Au refuge, Néo et le second chaton, baptisé Tao, poursuivaient leurs soins. Tao, beaucoup plus peureux, refusait de s'approcher des soigneurs, se terrant au fond de sa cage. Son regard affolé rappelait sans cesse la brutalité subie. Élodie consacra plusieurs heures par jour à l'apprivoiser, lui offrant de petites friandises et lui parlant d'une voix douce. Parfois, Néo, logé dans l'enclos voisin, gémissait en entendant les plaintes de Tao, comme s'il comprenait sa détresse. Malgré la gravité ambiante, un mince espoir subsistait. Si le trafic était en passe d'être démantelé, peut-être ces 2 lynx auraient-ils un futur plus serein. Un après-midi, alors que le lieutenant Morel examinait une nouvelle fois les carnets trouvés sur Hervé, un détail attira son attention. Parmi les codes manuscrits, certains chiffrés ressemblaient à des coordonnées géographiques, mais comportaient une anomalie. 2 chiffres inversés, ce qui rendait la localisation incompréhensible. Intrigué, Morel fit appel à un spécialiste en cryptographie de la brigade voisine. Au bout de plusieurs heures de travail, ils parvinrent à corriger l'inversion et obtinrent un point de repère dans une zone montagneuse, à une 50aine de kilomètres de Saint-Albin. Les cartes indiquaient un vieux chalet abandonné, jadis propriété d'une scierie. Fébrile, Morel contacta aussitôt Élodie et Léon pour leur annoncer cette découverte. La neige commençait à recouvrir les sommets, ce qui rendrait l'accès au chalet difficile. Néanmoins, si la piste s'avérait juste, il fallait y aller sans tarder. Léon, malgré sa position de civil, se proposa immédiatement pour accompagner l'expédition. Morel refusa d'abord, estimant la mission trop risquée, mais il dut céder sous la pression conjuguée d'Élodie et de Karim, qui arguaient que Léon connaissait mieux que quiconque les environs. Il pourrait avoir besoin de son sens de l'observation et de son instinct. La date de l'opération fut fixée au surlendemain. Au petit matin, 2 4x4 de gendarmerie et le pick-up d'Élodie partirent en convoi, Léon à bord. La route sinuait dans la montagne, serpentant entre des pins enneigés. L'atmosphère était lourde de tension, chaque virage pouvant cacher une embuscade ou un guet-apens. Morel, calme et concentré, briefa ses hommes sur la marche à suivre, encercler le chalet en toute discrétion, vérifier la présence éventuelle de cages ou d'indices, et surtout éviter tout geste précipité qui mettrait en danger les animaux ou les gendarmes eux-mêmes. Au bout d'1 heure de route, les véhicules atteignirent une piste forestière à peine praticable,
Les gendarmes laissèrent là les 4x4 et poursuivirent à pied, armes au poing. Léon et Élodie avançaient un peu en retrait, suivant les silhouettes sombres des officiers. Le froid mordait les visages et le vent sifflait entre les troncs immenses. Après une bonne demi-heure de marche, ils discernèrent la forme d'un chalet isolé, en partie dissimulé par des sapins. Pas de fumée, aucune lumière visible. Progressant prudemment, Morel envoya 2 gendarmes contourner la bâtisse par la droite, tandis qu'il approchait de la porte principale. Léon, le souffle court, scrutait les fenêtres poussiéreuses. Tout semblait silencieux, mais son instinct lui soufflait d'être sur ses gardes. Soudain, un craquement retentit. L'un des gendarmes venait de heurter une planche vermoulue. Aussitôt, un bruit de pas précipité résonna à l'intérieur. Morel fit un geste de la main, et tous se mirent en position. La porte s'ouvrit brutalement, laissant apparaître un homme à l'air hirsute, brandissant ce qui ressemblait à un fusil de chasse. Il hurla quelque chose d'inintelligible et tira en l'air comme avertissement. Morel, sans hésiter, lui ordonna de lâcher son arme, mais l'individu, pris de panique, recula en tirant une nouvelle décharge. Les gendarmes se jetèrent à couvert, la neige volant en éclats. Léon et Élodie se plaquèrent derrière un tronc. Le chaos éclata en quelques secondes. La confrontation aurait pu tourner au drame si l'un des gendarmes, positionné sur le côté, n'avait pas su neutraliser l'homme d'un tir de flashball, le projetant à terre avant qu'il ne blesse quelqu'un. Morel ordonna l'assaut. Les gendarmes pénétrèrent dans le chalet où régnait un capharnaüm indescriptible. Dans une pièce humide, on découvrit plusieurs cages, dont certaines contenaient encore des traces de nourriture animale. L'odeur était insoutenable. Léon, le cœur battant, suivait à distance, priant pour ne pas trouver d'autres animaux morts ou agonisants. Au rez-de-chaussée, un autre complice tenta de prendre la fuite par une porte dérobée, mais un gendarme l'intercepta. Dos au mur, l'homme se rendit sans opposer de résistance. On apprit rapidement que le premier tireur s'appelait Marcel et le second, Tony. Tous deux semblaient liés au fameux Dario. Ils avouèrent, sous la pression, que plusieurs chats sauvages avaient transité par ce chalet avant d'être emportés vers d'autres destinations. Léon, en entendant leurs aveux, sentit sa colère grimper. Il voyait déjà les images de Néo et Tao, innocents, blessés par la cupidité de ces braconniers. À l'étage, les gendarmes mirent la main sur des documents compromettants. Certains détaillaient des transactions, mentionnant des sommes élevées pour chaque lynx vendu. D'autres faisaient de référence à des contacts à l'étranger, confirmant la thèse d'un trafic international. Morel, désormais convaincu que ce réseau s'étendait au-delà de la région, promit de pousser l'enquête plus loin, en lien avec les autorités frontalières. Il ne restait plus qu'à retrouver ce Dario, dont le nom résonnait comme un spectre depuis des semaines. À la nuit tombée, la tension retomba peu à peu. Marcel et Tony, menottés, furent emmenés au poste, tandis qu'une équipe technique s'attelait à fouiller chaque recoin du chalet. Léon, fatigué mais soulagé, aida Morel à inventorier les cages vides et les pièces d'équipement abandonnées. Ils ne purent que deviner l'ampleur des atrocités commises entre ces murs. Élodie, elle, se tenait à l'écart, bouleversée par ce spectacle. Elle songeait aux 2 chatons qu'ils avaient réussi à sauver et à tous ceux qui n'avaient pas eu cette chance. Au matin qui suivit l'assaut du chalet, la fatigue se lisait sur tous les visages. Les gendarmes avaient passé la nuit à rassembler les preuves, inventorier le matériel et interroger les 2 hommes arrêtés. Marcel, celui qui avait ouvert le feu, persistait dans un mutisme brutal, refusant de dire quoi que ce soit sur le réseau ou sur le fameux Dario. Tony, son complice, se montrait un peu plus coopératif, mais ses aveux restaient fragmentaires. Il concédait juste qu'ils étaient payés pour garder le chalet et gérer les animaux en attendant l'arrivée d'autres complices. De l'identité de Dario, il prétendait ne rien savoir,
affirmant qu'il n'était qu'un simple exécutant, sans lien direct avec la tête du réseau. Le lieutenant Morel, malgré la tension, gardait son sang-froid. Les documents saisis à l'étage et l'équipement de capture découvert au rez-de-chaussée constituaient déjà un dossier solide contre ses deux complices. Il espérait toutefois arracher d'autres informations, car tout laissait penser que ce Dario demeurait l'architecte principal du trafic. Avant de quitter le chalet, Morel fit placer des scellés sur l'ensemble des cages et sur les pièces de la bâtisse, au cas où il devrait y revenir pour approfondir l'enquête. Léon, témoin de la scène, ne pouvait s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de colère. Si quelques maillons de la chaîne étaient désormais sous les verrous, le chef, lui, courait toujours. De retour à Saint-Albin, les véhicules de la gendarmerie furent accueillis par des journalistes locaux, informés par la rumeur qu'une opération d'envergure avait eu lieu. Morel s'empressa de rappeler qu'une enquête était en cours et qu'il ne pouvait communiquer que des bribes d'informations. Les habitants, tenus en haleine depuis des semaines, guettaient la moindre nouvelle. Léon, harassé, évita soigneusement les caméras pour regagner sa station-service. Derrière son comptoir, il n'avait qu'une envie, appeler Élodie pour s'assurer que Néo et Tao allaient bien. Au refuge, la nouvelle de la saisie de matériel et de documents alimentait déjà l'espoir que le réseau fût sur le point d'être démantelé. Lorsque Léon joignit Élodie, elle lui apprit que Tao, le second chaton, commençait enfin à s'alimenter de lui-même. C'était un pas crucial. Le petit lynx reprenait espoir et cessait de se laisser mourir. Pour autant, la vétérinaire restait vigilante. Les traumatismes subis pouvaient réapparaître au moindre stress. Néo, plus confiant, se montrait curieux envers Tao, essayant parfois de jouer à travers les barreaux séparant leurs enclos. Cette petite lueur de vie, au milieu de la noirceur des récents événements, réchauffait le cœur de tous ceux qui s'étaient mobilisés pour eux. Pourtant, au-delà de ces progrès, demeurait l'angoisse qu'un autre assaut se produise. Les 2 jours qui suivirent permirent à Morel de collecter de nouvelles pièces à conviction. Les carnets trouvés dans le chalet offraient d'importants indices, coordonnées, montants de transactions et même des noms de clients potentiels. Grâce à l'expertise de la brigade, on put recouper certaines pistes et découvrir que le réseau s'étendait au-delà des frontières du pays. Des messages évoquaient des exportations en direction de l'Europe de l'Est et parfois de l'Asie, là où les félins exotiques se vendaient à prix d'or. Cette révélation soulevait un profond dégoût chez Léon, Élodie et Karim, qui réalisaient que la maltraitance de Néo et Tao n'était qu'une goutte d'eau dans un océan de brutalité. Pendant ce temps, Marcel restait cloîtré dans son silence, tandis que Tony avouait peu à peu comment il capturait les animaux. Il décrivit les pièges dissimulés sur les chemins de migration, l'usage de carcasses pour attirer les lynx et, parfois, l'emploi d'armes à silencieux lorsque les félins adultes se montraient agressifs. À l'entendre, la cruauté servait un unique but, maximiser les profits. Plus le félin était jeune, plus il se vendait cher, car jugé plus facile à conditionner. Les gendarmes, écœurés, notèrent scrupuleusement chaque détail, espérant retrouver d'autres chatons ou mettre la main sur des mères lynx séquestrés. L'enquête prenait une dimension quasi internationale, et Morel envisageait de collaborer avec Interpol. Léon, pour sa part, continuait à tenir la station-service, mais l'esprit ailleurs. Ses clients habituels le trouvaient changé, moins jovial, plus sombre. Il se surprenait parfois à scruter la route à travers la vitre, redoutant de voir surgir un nouveau véhicule suspect. Il repensait souvent au soir où Néo avait poussé la porte de la station, l'air suppliant et les larmes aux yeux. Cet événement avait tout bouleversé, révélant l'existence d'un mal rampant dans la région. Pourtant, Léon n'éprouvait aucun regret d'avoir recueilli ce chaton, même si cela l'avait plongé au cœur d'une affaire criminelle. En sauvant Néo, il avait redonné un sens à son travail routinier,
les bruits couraient que Dario pourrait tenter de fuir à l'étranger, désormais que son réseau subissait des pressions grandissantes. Morel mit en place des barrages routiers au niveau des grands axes, et les douanes furent alertées. Avec l'aide de Tony, qui semblait prêt à négocier des informations contre une remise de peine, on établit une liste d'entrepôts et de fermes isolées où le réseau aurait pu opérer. Plusieurs descentes furent effectuées, parfois sans résultat, parfois avec la découverte de nouveaux pièges ou de vieux restes de cages. À chaque nouveau site fouillé, l'horreur se répétait. Traces de sang, odeur de fauve et aucun signe de lynx encore vivant. Un soir, alors qu'un orage menaçait, Morel reçut un appel d'un de ses informateurs infiltrés dans les milieux criminels. Selon lui, Dario cherchait discrètement un moyen de passer la frontière avec quelques lynx supplémentaires. Des négociations auraient lieu dans une ferme délabrée près de la lisière d'une forêt. Immédiatement, Morel réunit ses hommes et avertit Léon. Celui-ci, bien que civil, supplia de participer. Il se sentait redevable envers tous les félins déjà sacrifiés, prêt à prendre des risques pour mettre fin à ce cauchemar. Morel hésita, conscient du danger, mais l'engagement de Léon et son instinct sur le terrain avaient prouvé leur valeur. Il finit par accepter sa présence, à condition qu'il reste en arrière pour ne pas se mettre en danger. Le convoi partit sous une pluie battante, dans la nuit profonde. Les éclairs zébrèrent le ciel, révélant par instants le profil tourmenté de la campagne environnante. Les véhicules progressèrent jusqu'à un chemin de terre boueux, s'enfonçant dans les ténèbres. Le cœur de Léon battait à tout rompre. Élodie, restée au refuge pour veiller sur Néo et Tao, ignorait l'imminence de cette nouvelle opération. Karim était quant à lui resté en renfort à la station-service, prêt à alerter les autorités si un mouvement suspect se produisait en ville. Chacun avait un rôle précis, tous unis par un même but. Les deux fourgonnettes de la gendarmerie se garèrent à distance, feux éteints. Morel fit signe à ses hommes de se mettre en position. Léon resta dans le second véhicule, l'estomac noué. Il essaya de scruter la ferme en contrebas. À chaque éclair, il distingua la silhouette d'un grand bâtiment aux fenêtres béantes. Soudain, des phares apparurent. Une voiture s'approchait de la ferme, manœuvrant lentement. Aussitôt, Morel glissa un message à la radio. « Restez prêts, c'est peut-être notre cible. » Depuis la banquette arrière, Léon ressentit un frisson parcourir son échine. Allait-il enfin mettre la main sur Dario? Les minutes qui suivirent semblèrent interminables. Les éclairs cessaient puis reprenaient, le tonnerre grondant avec force. La voiture inconnue se gara devant la bâtisse. À la lueur d'un flash de foudre, Léon crut apercevoir un homme sortir, se glissant à l'intérieur du bâtiment. Aucun doute, quelque chose se tramait. Morel attendit encore un instant, guettant d'éventuels complices, puis il donna le signal. Les gendarmes jaillirent de leur couverture, torches braquées, hurlant des injonctions. La porte du grand bâtiment claqua. À l'intérieur, on entendit un fracas métallique, suivi d'un cri. Léon, la gorge sèche, se pencha pour tenter de distinguer ce qui se passait. Il priait que cette fois, la proie ne leur échappe pas. Les gendarmes investirent la cour boueuse en quelques secondes, traversant la pluie drue qui claquait sur les tôles rouillées. Le lieutenant Morel, en tête, ordonna aux agents de se répartir en deux groupes pour verrouiller toutes les issues du bâtiment. Léon, resté dans la camionnette, distinguait à peine leur silhouette au milieu des éclairs. Il se tordait les mains, partagé entre l'envie de rejoindre l'action et la crainte d'empirer la situation. À l'intérieur, on entendait des cris confus et le bruit de chaises renversées. Les phares de la voiture inconnue éclairaient la façade, révélant des volets et une porte grinçante. Morel s'avança prudemment vers l'entrée, guidé par le halo intermittent des éclairs. Un gendarme tenta d'ouvrir la porte principale, mais elle était bloquée de l'intérieur.
Des bruits de pas précipités résonnèrent, suivis d'un gémissement étouffé. « Gendarmerie, ouvrez !» cria Morel en martelant le battant. Aucun répondant. Alors, 2 agents contournèrent le bâtiment pour accéder à une porte latérale. Soudain, un hurlement retentit. Léon, témoin lointain de la scène, sentit son cœur s'emballer. D'autres cris fusèrent, la tension à son comble. Dans la nuit zébrée d'éclairs, on distingua un éclat métallique derrière une fenêtre cassée, comme la lueur d'une arme brandie fermement. Sans hésiter, Morel ordonna à ses hommes de prendre position et lança une sommation claire. « Jetez vos armes, sortez les mains en l'air !» Pendant quelques secondes, un silence mortel régna. Puis la porte latérale grinça et un individu surgit tentant de fuir par l'arrière du bâtiment. 2 gendarmes lui bloquèrent la route, l'obligeant à se rendre. Au même instant, un coup de feu éclata à l'intérieur. Léon sursauta, le sang glacé. D'autres projectiles sifflèrent, heurtant une poutre proche de Morel, qui plongea derrière une brouette renversée. La situation menaçait de tourner au carnage. Mais les gendarmes tinrent bon, progressant prudemment. À l'intérieur, un couloir étroit menait à une vaste pièce où l'on discernait des silhouettes en mouvement. Morel, rassemblant son courage, s'avança avec 2 agents, l'arme levée. Ils découvrirent un homme corpulent en train d'essayer de pousser une cage métallique vers la sortie. À l'intérieur, un jeune lynx aux yeux agrandis par la frayeur se débattait en feulant. « Lâchez tout, police !» cria Morel. L'homme aboya un juron et balança la cage, espérant distraire les gendarmes. Un second individu surgit derrière une table, braquant un pistolet vers Morel, contraint de se jeter derrière un vieux baril rouillé pour éviter la rafale. Léon, resté dehors, perçut les coups de feu résonner comme un écho sinistre dans la tempête. Son sang ne fit qu'un tour. Il sortit de la camionnette et s'approcha à pas rapides du bâtiment malgré la pluie torrentielle. À travers l'ouverture de la porte latérale, il entrevit le gendarme menottant un homme groggy au sol. Des étincelles jaillirent plus loin, suivies d'un nouveau cri. Tremblant, Léon se baissa pour éviter une éventuelle balle perdue. Il réalisa alors qu'il prenait un risque insensé, mais l'image d'un lynx piégé le poussait à avancer, malgré la peur qui lui étreignait le ventre douloureusement. À l'intérieur, Morel essayait de parlementer avec l'individu armé, qui s'était replié derrière une cloison de bois. « Lâche ton arme, tu n'as aucune issue !» criait le lieutenant, couvrant le vacarme du tonnerre. En réponse, une détonation fit voler des éclats de plâtre. Profitant d'un instant de répit, un gendarme se glissa sur la droite, tentant d'encercler le forcené. Pendant ce temps, le second homme essayait de récupérer la cage renversée, mais le lynx, terrorisé, griffait les barreaux, rendant tout mouvement compliqué. L'odeur de poudre mêlée à l'urine animale saturait l'air, pesant sur les nerfs de tous, comme un signal d'alerte. Léon entra finalement, rampant presque pour éviter la ligne de tir. Il distingua Morel accroupi derrière un vieux comptoir. Le regard du lieutenant trahissait son étonnement en voyant Léon ici. « Sortez, c'est trop dangereux », souffla-t-il. Mais Léon fit non de la tête, déterminé à aider. Brusquement, un vacarme explosa près de l'escalier menant au grenier. Un type inconnu venait de bondir par-dessus la rambarde, poussant un cri guttural. Les balles fendirent l'air, contraignant Morel à reculer. Léon se plaqua au sol, sentant son cœur tambouriner à ses tempes, chaque respiration un calvaire dans l'odeur suffocante de poudre et de peur. Soudain, au milieu du tumulte, un cri différent déchira l'air, le miaulement plaintif du jeune lynx pris au piège. Léon tourna la tête et vit la cage, renversée contre un mur, tandis que l'un des assaillants semblait vouloir la traîner dehors. Sans réfléchir, Léon se redressa et courut vers la cage, malgré les injonctions de Morel pour rester à couvert. L'assaillant le repéra et brandit son arme, mais un gendarme surgit sur le côté, tirant une balle de sommation. Le coup dévia la visée ennemie, sauvant Léon in extremis. Sans ralentir,
Il s'empara des barreaux pour empêcher l'homme de fuir. Profitant du désordre, Morel intima à ses gendarmes de pousser l'avantage. Plusieurs agents tirèrent vers le plafond, obligeant les derniers complices à s'immobiliser. L'individu armé qui résistait encore finit par lâcher son pistolet, levant les mains en signe de reddition. Le calme retomba brutalement, seulement troublé par le grondement lointain de l'orage. Les gendarmes passèrent les menottes à tous les suspects, tandis que Léon s'agenouillait auprès de la cage. Le lynx, secoué mais vivant, le regardait avec des yeux affolés. Léon murmura des paroles apaisantes, conscient de tenir là une nouvelle victime de ce réseau. Un sentiment de révolte l'envahit. Quand Morel fit l'appel de ses hommes, il constata heureusement qu'aucun blessé grave n'était à déplorer. Les suspects capturés furent identifiés et plusieurs semblaient liés directement à Dario. Les gendarmes s'employèrent aussitôt à sécuriser les lieux et prendre en charge le jeune lynx, toujours enfermé dans sa cage. Léon, l'adrénaline retombant, sentit ses jambes flageoler. Pourtant, il trouva la force d'aider Morel à charger la cage dans un véhicule. La pluie s'était calmée et l'aube pointait déjà, annonçant peut-être la fin de cette traque infernale. Restait à découvrir si Dario figurait parmi ces hommes ou s'il échappait encore aux mailles. La pluie avait cessé depuis peu, laissant place à un matin blafard. Les nuages bas, encore gonflés de menaces, semblaient collés aux collines environnantes. Devant la vieille ferme, les gyrophares de la gendarmerie éclairaient le décor sinistre d'une nuit d'affrontement. Le sol boueux conservait des traces de pas et de pneus, témoignage silencieux de l'opération menée quelques heures plus tôt. Sous l'égide du lieutenant Morel, les agents venaient d'achever les premières constatations, tandis que les véhicules transportant les suspects s'éloignaient déjà sur la route cahoteuse. Léon, prostré près de la portière d'une voiture de service, laissait le stress retomber. L'assaut avait été violent, mais les braconniers capturés semblaient inclure des figures importantes du réseau. Morel rejoignit Léon, l'air soucieux malgré la réussite partielle de l'opération. Le lieutenant confia que l'homme identifié comme Dario ne figurait pas parmi les suspects arrêtés, même si la présence de plusieurs acolytes proches prouvait qu'il s'agissait bien d'une de ses planques. À l'intérieur du bâtiment, on avait retrouvé divers documents compromettants, factures, coordonnées et papiers indiquant des transactions lucratives liées au trafic de lynx. Les gendarmes avaient aussi découvert, enfermés dans une grange attenante, 2 autres félins sauvages visiblement affaiblis. On les emmena aussitôt en direction du refuge, où Élodie et Karim se préparaient à les accueillir d'urgence. Tandis que le jour naissant éclairait un tableau encore marqué par la tension de la nuit, Léon s'assit sur un vieux tas de planches, ressassant ce qu'il venait de vivre. Lors de l'assaut, il avait craint pour sa vie plus d'une fois, mais c'était la détresse du jeune lynx qui l'avait poussé à braver le danger. Cette fois, la police avait mis fin à un énième maillon de la chaîne criminelle, libérant des animaux promis à la souffrance. Pourtant, la source même de ce trafic, incarnée par Dario, échappait encore à la justice. Morel s'approcha et posa une main fraternelle sur l'épaule de Léon. « Vous avez fait preuve d'un courage admirable cette nuit. Nous finirons par la voir, croyez-moi. » Un quart d'heure plus tard, tout le monde s'affairait à boucler la scène de crime, emballer les preuves et sécuriser la ferme. Léon proposa son aide pour transporter les cages saisies, tandis qu'un groupe de gendarmes s'occupait de fouiller les moindres recoins du bâtiment. Au fond de la cour, on entendait le grondement d'un moteur. Un fourgon supplémentaire arrivait pour emporter le matériel vers le commissariat central. Malgré la fatigue extrême, une détermination farouche se lisait dans chaque geste. Personne ne voulait laisser la moindre chance aux criminels de poursuivre leurs agissements. Au refuge, Élodie et Karim s'étaient mobilisés dès le signal de Morel. Lorsque les 2 nouveaux félins arrivèrent, l'équipe médicale fut stupéfaite de constater l'état de maigreur avancé de l'un d'eux. L'autre, plus agressif, semblait blessé à une patte. Sans attendre,
Élodie procéda à un examen complet, injectant des sédatifs pour calmer l'animal paniqué. Karim, lui, vérifia l'état de l'enclos et prépara un espace isolé afin d'éviter tout contact direct avec Néo et Tao, encore en convalescence. L'angoisse planait. Combien de jeunes lynx restaient-ils encore aux mains de ces trafiquants? Lorsque Léon rejoignit finalement le refuge dans l'après-midi, ses bottes croulant de boue, il trouva Élodie penchée sur le cas du lynx blessé. Des bandages entouraient déjà la patte antérieure de l'animal et une perfusion veillait à le réhydrater lentement. Tao et Néo, dans leurs enclos respectifs, semblaient nerveux, percevant l'agitation environnante. Léon s'approcha de Néo, notant la façon dont ses oreilles se dressaient à chaque bruit suspect. Il lui murmura quelques mots apaisants à travers les barreaux, comme pour se rassurer lui-même. Élodie, fatiguée mais rassurée de le voir, l'enlaça brièvement. Ils échangèrent un regard chargé de gravité. Cette nouvelle intervention prouvait que le combat était loin d'être terminé. Le soir venu, Morel organisa une conférence de presse pour faire le point. Devant les micros, il expliqua que plusieurs arrestations avaient été effectuées et que 3 lynx supplémentaires venaient d'être sauvés. Sans donner de nom, il confirma l'existence d'un certain Dario, cerveau présumé du réseau. Les journalistes, friands de détails, tentèrent de percer le mystère, mais Morel resta prudent. Il insista sur la nécessité de poursuivre l'enquête au niveau national, voire international. Léon, assis au fond de la salle, écoutait attentivement. Il songeait à tous ces chatons lynx secourus et à ceux qui ne l'avaient jamais été. Dans sa tête, l'image de Néo franchissant le seuil de la station une nuit glaciale demeurait plus vive que jamais. Les jours suivants, la rumeur voulut que Dario ait été aperçu de l'autre côté de la frontière, ce qui poussa la gendarmerie à collaborer avec les autorités étrangères. Certains suspects arrêtés durant l'assaut confirmaient que le réseau s'étendait bien au-delà de la région, évoquant même des filières en Afrique ou en Asie. Élodie, bouleversée par l'ampleur du trafic, cherchait du réconfort en observant les progrès de Néo, Tao et des 2 nouveaux félins. Tous montraient des signes de résilience, malgré leurs cicatrices physiques et mentales. Cette persévérance animale devenait un symbole pour l'équipe du refuge, qui puisait dans cet espoir la force de continuer. Puis vint le matin où Élodie, après une ultime consultation vétérinaire, annonça à Léon et Karim que Néo et Tao étaient désormais suffisamment rétablis pour envisager une semi-liberté en enclos extérieur surveillé. La nouvelle suscita une vague d'émotion. Léon, pressentant l'aboutissement d'un long parcours, proposa de participer à l'installation de cet enclos sécurisé. Avec l'aide d'autres soigneurs, il aménagea un espace boisé, garni de rochers et de cachettes, pour que les chatons se familiarisent avec un environnement plus naturel. Les voir évoluer dans ce cadre, courir maladroitement, se chamailler, arracha des sourires à toute l'équipe. Le lieutenant Morel, malgré ses multiples missions, vint assister à la première sortie de Néo et Tao. Les jeunes lynx, d'abord craintifs, explorèrent leurs nouveaux repères avec une curiosité prudente. Lorsqu'ils se mirent à bondir derrière un arbuste, les regards se croisèrent, ceux de Léon, Élodie, Karim et Morel, unis par la conscience du chemin parcouru depuis la soirée, où Néo était apparu en larmes devant la caisse de la station. La bataille contre le trafic n'était pas achevée, mais cette victoire modeste symbolisait un renversement de la fatalité. Quelques mois plus tard, alors que l'enquête se poursuivait encore, le refuge organisa une petite cérémonie pour remercier les soutiens locaux. De nombreux habitants de Saint-Albin, jadis indifférents à la cause animale, avaient été sensibilisés par cette affaire au retentissement médiatique. Léon, ému, raconta la nuit de la rencontre avec Néo, la peur qu'il avait ressentie et la compassion qui l'avait poussé à agir. Élodie prit ensuite la parole pour expliquer le processus de réhabilitation des lynx,
insistant sur la fragilité de ces animaux et la nécessité de protéger leur habitat. Morel conclut en rappelant que la vigilance demeurait de mise tant que Dario et ses complices couraient toujours. Au terme de cette cérémonie, Néo et Tao firent une apparition furtive dans l'enclos extérieur, observant la foule d'un air intrigué. Les applaudissements discrets rendirent l'instant magique. Dans les yeux de Léon, on lisait une fierté sincère. Ils avaient sauvé ces chatons et leur avaient offert une seconde chance. La vie reprenait ses droits, parfois entachée d'ombre, mais riche en espoir dès que la solidarité humain-animale se manifestait. En rentrant chez lui, Léon s'arrêta devant sa station, repensa à ces événements et sourit. Une histoire terrifiante, née d'un regard larmoyant de félin perdu, s'était transformée en combat collectif. Il sut qu'il ne cesserait jamais de veiller sur ses terres, sur ses habitants et sur ces lynx si précieux.